le fait que ça subsiste comme une utopie ne vaut qu'à posteriori. Je veux dire, il y avait vraiment un rêve de liberté et une croyance dans l'effectivité de ce qui était produit à ce moment-là, qui n'était, elle, pas de nature utopique, qui était de nature profondément libertaire, certainement, mais qui n'était pas tout à fait de nature utopique. C'est a posteriori, étant donné son raté, qu'on peut la réinterpréter comme une bulle utopique, en quelque sorte. S'il y a bien eu, comme je le crois, une véritable révolution au sens strict du terme, avec la naissance d'Internet, et plus encore avec le greffage du web sur Internet, c'est une révolution qu'on peut considérer aussi comme profondément libérale, hein, qui prévoit tout simplement l'accès de tous à quelque chose. Elle ne prévoit rien de plus que l'accès. Elle ne dit pas que les personnes doivent avoir la même quantité de biens, la même quantité de richesses. Elle dit tout simplement tout le monde doit y accéder. Et on peut même considérer que d'un point de vue strictement libéral, d'ailleurs, à partir du moment où le web, monitoré, organisé par les GAFAMI, hein, et en particulier par les moteurs de recherche, est l'outil par lequel se hiérarchisent les individus dans le monde contemporain, c'est-à-dire c'est l'outil par lequel on permet de rendre plus ou moins visibles certains individus, pour que cette lutte pour la visibilité au sein du web puisse être produite, il faut que tout le monde y ait accès, tout simplement. C'est à ce titre-là que c'est libéral, ça n'en supprime pas le caractère révolutionnaire. Croyance et désir de liberté, certainement. Compréhension de leur ampleur, ça non. Et quelque part, on ne comprend l'ampleur de la révolution qui a eu lieu, parce que c'en est une sans doute, on ne comprend l'ampleur de la révolution qui a eu lieu que quand elle rate, et quand elle se solidifie dans des structures qui ne sont plus celles, et qu'elle prenne consistance dans des structures qui ne sont plus les structures révolutionnaires en question. Et je crois que non. Je crois tout simplement que nous n'aurions pas eu, je veux dire, en quelque sorte, ce dont nous bénéficions actuellement n'aurait pas émergé sans cette idée de la neutralité du net, en passe d'être partiellement abrogée, pourrait-on dire, et dont on se rend compte a posteriori, donc, de combien elle était importante. On oublie souvent, pour qu'il y ait Internet, il faut des câbles, il faut de la bande passante. Cette infrastructure-là, qui permet véritablement les relations interhumaines, des relations interhumaines qui permettent à leur tour le déploiement des connaissances, parce que les connaissances sont de nature de plus en plus relationnelle, et bien cette infrastructure de base, donc, qui sous-tend toute l'activité d'Internet, devait être exempte de toute forme de discrimination, de hiérarchie, de préséance. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'envisager cette infrastructure comme permettant d'exclure certaines formes de contenu, ou de ralentir certaines formes de contenu, ou de considérer que certains producteurs d'informations seraient considérés comme moins importants que d'autres, ou que certains récepteurs d'informations devraient être minorés, ou que sais-je. Hein, c'est ça l'idée véritablement d'une neutralité. Les philosophes hollandais à la toute fin du XVIe et au début du XVIIe. Et le fait qu'il soit hollandais compte, évidemment, c'est un pays de marins, c'est un pays... mais ce n'est pas un empire comme le sont à cette époque-là l'Espagne, l'Angleterre, voire éventuellement la France. Eh bien, Grotius plaide pour que les mers soient considérées comme accessibles à tous. Alors ça ne veut pas dire que Grotius est pour une égalité parfaite entre les hommes, c'est pas du tout ça la question, tout simplement il considère qu'il y a une liberté d'accès fondamentale à l'eau, parce que l'eau permet la relation. Mais on est donc exactement face au même cas de figure, me semble-t-il, avec cette idée d'une neutralité, d'une
du net, celle-ci doit permettre tout simplement d'accueillir toute forme d'information, qu'elle soit juste, qu'elle soit fausse, qu'elle soit produite par des personnes importantes ou pas, etc. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de préséance. Si la question de la neutralité du net est intéressante, c'est aussi parce que elle ne présupposait pas que l'infrastructure n'était pas privée. Les fournisseurs d'accès ou les opérateurs qui permettaient, enfin qui fabriquaient l'infrastructure étaient bien entendu des opérateurs privés. Ils ont accepté à juste titre de fonctionner en respectant ce principe de neutralité du net, mais c'était des opérateurs privés. Donc on ne peut pas dire qu'on avance dans une privatisation des infrastructures désormais. On avance en ce qu'on gomme l'idée que ces opérateurs acceptent que leur infrastructure, aussi privée soit-elle, soit neutre. À ce titre-là, il y avait véritablement quand même aussi un miracle qui avait été produit, c'est-à-dire que toute une série d'opérateurs privés et qui s'enrichissaient par des modalités privées, etc., acceptaient, j'ai envie de dire presque par bon sens, de se soumettre à ce principe de la neutralité du net. Tout peut être capturé, tout peut être hiérarchisé, tout peut être approprié. Il n'y a pas des choses sur Terre, qu'on parle d'eau, qu'on parle d'Internet, qu'on parle de l'air, etc., qui seraient en tant que telles résistants à l'appropriation. Il y a peut-être des choses qu'il est plus dommageable de s'approprier. Il y a peut-être des choses qu'il est plus dommageable de hiérarchiser ou de déneutraliser. Mais tout peut être, hélas, approprié. Et ça, je crois que c'est une des leçons aussi qu'on doit tirer. Parce qu'il y a eu longtemps, à la fin des années 80-90, il y a eu quand même un tout petit peu l'idéal qui peut-être lui était naïf, que ça allait résister parce que justement il s'agissait de savoir, de communauté, de relations. Eh bien la leçon qui apparaît maintenant, c'est que non, même les relations, même les savoirs, même tout ce qu'il y a de communautaire peut en fait être aussi l'objet d'appropriation, d'hierarchisation. Rien ne résiste comme tel, en quelque sorte, à ces gestes de récupération. Ce qui veut dire qu'on doit d'autant plus s'en soucier. Le pire là-dedans, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des arguments qui s'imposent aussi du point de vue de la mise de côté de l'idée de la neutralité. Certains vont dire qu'effectivement, il faut veiller à ce que certains types d'informations nuisibles circulent, en tout cas de manière moins forte que d'autres. C'est parce que c'est ça, quelque part, vouloir défaire la neutralité du net, c'est se dire que les ambulances doivent pouvoir rouler plus vite que les voitures normales. En gros, c'est ça que vous diront ceux qui plaident contre la neutralité. Et ça paraît de bon sens. Eh bien non, ce n'est pas de bon sens, parce que c'est l'entièreté de cet organisme qui s'écroulerait si on faisait ces formes de hiérarchisation. C'est profondément notre réalité qui est en jeu ici, notre environnement qui est en jeu, notre environnement le plus réel, le plus naturel, et ce qui apparaît avec le danger d'une abrogation, de la mise en danger de la neutralité du net, c'est que notre environnement est en fait fragile. Est en fait fragile comme le sont les équilibres naturels ou partiellement naturels qui constituent le problème écologique en général. Notre environnement est fragile parce qu'il est constitué de relations, parce qu'il est constitué de communautés qui ont pu se forger à l'aune de cet équilibre un tout petit peu étrange qu'a assuré la neutralité du net. Alors voilà, c'est tout ça qui risque de s'effondrer et dont j'avais envie de dire qu'on pouvait désormais peut-être le qualifier d'écologique, de problème écologique, parce qu'il met en péril la fragilité de notre environnement.